Vous êtes né en Haïti, vous êtes originaire de quelle région d'Haïti? La Gonave, juste en face de Port-au-Prince. Est-ce que vous avez des souvenirs? J'ai de très bons souvenirs. En fait, quand les gens me parlent de misère en Haïti, moi, je n'ai pas vécu la misère en Haïti. J'avais un plaisir fou quand j'étais plus jeune. C'est avec du recul, quand tu revois, quand tu compares à ce qui se fait ailleurs, que tu réalises que vraiment, il y avait une misère. Mais j'ai de très bons souvenirs, le carnaval, les jours de l'an, la soupe Jouroumou. Donc oui, j'ai de très bons souvenirs d'Haïti. Par contre, qu'est-ce qui a poussé ou bien qui a amené vos parents à quitter leur pays d'origine? C'est social à deux niveaux, politique et économique. Donc les décisions prises par le gouvernement haïtien au fil des ans ont eu des impacts sociaux et économiques qui ont forcé mes parents, bien sûr comme bien d'autres parents, à quitter le pays, à aller chercher quelque chose de plus durable à long terme. Arrivé au Québec, quels sont vos premiers souvenirs du Québec? Ce qui me vient à la tête, c'est que c'était illuminé. J'étais ébahi par le fait qu'il y avait des lumières partout. Donc, en Haïti, je ne sais pas si vous vous souvenez, il fut une époque, mais encore aujourd'hui, parce que c'est pas tous les endroits qui ont de l'électricité. Et d'où je venais à la Gonave, il n'y avait pas d'électricité courante partout. Donc, passé 6 heures, il faisait noir. Et quand je suis arrivé ici, il était passé 6 heures et il était clair. Alors, j'étais ébahi par la luminosité. Après le tremblement de terre, vous êtes retourné en Haïti. Vous avez contribué à la construction d'une clinique et également à certaines écoles. Est-ce important pour vous de refaire votre part? Ben, tout à fait. J'oublie jamais d'où je viens. Il faut jamais oublier d'où on vient. Et la meilleure façon de redonner, c'est de faire, c'est de s'immerser, d'essayer de comprendre les difficultés. Donner de l'argent, c'est une chose, et je suggère qu'on donne de l'argent, qu'on continue à donner de l'argent, mais aider concrètement un paysan à comprendre comment faire les choses. Donc, quand on est retourné en Haïti après le tremblement de terre, on voulait faire du transfert de savoir. Et le transfert de savoir, que ce soit dans le domaine des scientifiques, dans le domaine médical ou dans le domaine scolaire, bien, ça permet à d'autres de transférer leur savoir. Donc, pour moi, c'était essentiel, pas juste de donner, mais de montrer, d'éduquer des gens comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on établit la pisciculture, comment est-ce que la culture biologique, comment est-ce qu'on peut défraîchir un endroit et créer un écosystème qui peut permettre de l'agriculture continue. Donc, voilà. Mais dans quel endroit que vous avez? Est-ce à La Gonave ou directement à Port-au-Prince? Dans les lieux qui ont été touchés exactement par le séisme? Vraiment, on a été à l'extérieur de Port-au-Prince parce qu'à Port-au-Prince, c'était congestionné. Et la tragédie, c'est que les gens connaissent la difficulté de ce qui se passe à Port-au-Prince. Mais les gens qui sont en région ont une difficulté encore plus grande. Donc, ils sont complètement déconnectés de la réalité de tous les jours. Et ces gens-là ont autant besoin d'aide, ou voire même plus, que des gens de Port-au-Prince. Donc, la région, c'était vraiment au nord, plus dans le plateau central, dans une région qui s'appelle Tomonde, dans un village qui s'appelle Baïtourible. Est-ce que vous gardez toujours des contacts avec ces gens-là ou avec les responsables des écoles ou des institutions que vous avez vous-même construites? Plus ou moins. C'est plus difficile ces temps-ci, mais on essaie le plus possible de garder le contact. Mais une fois que le transfert a été fait, ils n'avaient plus vraiment besoin de nous à ce niveau-là. Donc, on est passé à d'autres villes. Si c'était à refaire, seriez-vous retourné en Haïti pour exercer votre profession, bien entendu, après vos études ici? Je ne peux pas retourner en arrière, donc je ne vois pas ça comme ça. Je pense que mon éducation, ma formation, l'ordre des choses est arrivé parce que c'est ce qui devait être arrivé, c'est la meilleure option possible. Donc je n'ai pas de regrets et je ne pense pas que je voudrais changer quoi que ce soit. Maintenant, si on regarde de l'avant, est-ce qu'il y a possibilité que quelqu'un comme moi puisse développer en Haïti? Oui, certain, mais il y a des difficultés vous savez, en tant qu'entrepreneur, on focus surtout sur ce qu'on contrôle.
Donc, ce qu'on ne contrôle pas, on essaie de les éviter ou de ne pas y penser. Il y a trop d'impondérables en Haïti que je ne contrôle pas. Je ne connais pas l'écosystème comme je le connais, l'écosystème ici en Amérique du Nord ou en Europe. Donc, éventuellement, je vais m'y éduquer, mais il y a beaucoup d'impondérables en Haïti qui rendent des difficultés que je ne pourrais pas nécessairement aujourd'hui relever ces défis-là. Quelle place occupe le Québec dans votre vie? Ben, le Québec, c'est ma seconde patrie. Moi, je suis un Haïtien. Je me considère comme un Haïtiano-Québécois. Donc, le Québec fait partie intégrante de ma vie. J'ai décidé d'y retourner après avoir passé beaucoup d'années aux États-Unis, d'établir ma famille. Et je m'y investis. Donc, le Québec joue un rôle, tient une place importante pour moi. Mais comment vous vivez avec cette dualité, double culture, c'est-à-dire Haïti, la culture haïtienne, le Québec, la culture québécoise que vous avez élevée et l'autre souvenir, comment vous conjuguez ces deux? Bon, je ne sais pas si je le fais consciemment ou inconsciemment, mais je me suis jamais considéré autre chose qu'un Haïtien. Donc ma culture de base, c'est la culture haïtienne. Maintenant, je m'adapte à la réalité québécoise, donc j'adapte mon haïtiano à la culture francophone et québécoise, mais je suis un Haïtien, je pourrais jamais changer ça. Avez-vous, de loin ou de près, fait l'objet de discrimination raciale? Probablement, mais j'y suis inconscient. Vous savez, pour reconnaître la discrimination, il faut connaître la discrimination, puis il faut reconnaître qu'elle a un impact sur vous. Moi, je vois la discrimination comme l'ignorance. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un facteur. Donc, surtout dans le domaine scientifique, vous savez, moi, j'y crois sincèrement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les domaines scientifiques, ça n'a ni couleur, ni d'odeur, ni de race, ni de religion. Alors, quand vous êtes performant, vous êtes dans les meilleurs, ben, il ne voit plus de couleur. Tout d'un coup, nous sommes un ensemble qui se complète. Donc, c'est comme ça que je me vois. Je me vois comme une partie d'un ensemble qui complète le tout. Vous considériez-vous comme un exemple de réussite, d'intégration? Je ne sais pas si je suis un exemple, mais je me considère bien. Je considère que je suis établi. Est-ce que je suis établi comme je le veux? Non, probablement pas. Mais ça, c'est un travail continu. Il y a le succès ou le modèle, la réussite ne peut pas nécessairement se comparer au niveau des affaires. Il faut regarder culturel, il faut regarder sportif, il faut regarder art, il faut regarder tout un ensemble de choses. Donc, je pense que la communauté haïtienne en général, c'est un modèle de réussite parce qu'on est ici en nombre, on est des consommateurs, nous sommes des créateurs, nous avons une mouvance économique et bien sûr une mouvance politique aussi. Donc pour moi, la communauté haïtienne, c'est un modèle d'intégration. Maintenant, est-ce qu'on peut s'intégrer mieux? Est-ce qu'on peut réussir mieux? Poser la question, c'est d'y répondre. Est-il facile de réussir sans effort? Non, impossible. Donc, ça commence... se lever le matin, c'est un effort. Donc, il faut être prêt à se lancer dans l'aventure. Il faut être prêt à prendre des risques. Il faut être prêt à travailler des heures, parfois des heures atypiques. Et surtout aussi dans un monde compétitif, dans un monde qu'on vit actuellement, ceux qui veulent réussir, ils travaillent, ils vont vite, et ils continuent et ils s'arrêtent pas. La compétition, elle vient de partout dans le monde et elle n'arrête jamais de progresser. Donc oui, ça prend beaucoup d'efforts. Si vous avez un message à passer aux jeunes de la communauté haïtienne, et ceux également ici de l'immigration qui vient d'ailleurs, qu'est-ce que ce serait? Tout à l'heure, vous avez parlé de la discrimination. Et moi, je continue à le dire, l'éducation peut servir de surclassement. Donc, quand on regarde, des gens disent, écoute, moi, je suis diplômé, je suis metteur en scène, je suis créateur, je suis artiste, je suis un marketeur.
je suis dans les ventes. C'est tous des domaines où est-ce que, malheureusement, c'est le jugement qui porte. Donc, par contre, dans les domaines scientifiques, le jugement porte, mais porte très peu. C'est les compétences, c'est le résultat qui importe. C'est votre capacité de faire qui importe. Donc, si j'avais un conseil à donner à un jeune aujourd'hui qui est au primaire ou au secondaire, visez les domaines scientifiques. Parce que après ça, le discours est plus le même. Donc, quand vous êtes en mesure de créer que la personne ne vous aime pas, elle n'aime pas votre odeur, elle n'aime pas votre religion, c'est pas important parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va avoir besoin de votre qualité, de votre connaissance. Donc, pour moi, les domaines scientifiques peuvent être utiles comme surclassement. La deuxième des choses, c'est que l'éducation formelle vous permet d'avoir de mener une vie assez bien, mais en anglais, on dit self-education, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais l'auto-éducation. L'auto-éducation, voilà. S'éduquer soi-même, donc faire de la lecture, participer à des colloques, des conférences, s'impliquer. Donc l'auto-éducation, ben ça vous rend riche dans tout le sens du terme. Donc savoir la formation combinée avec le savoir, ben ça crée beaucoup de richesse. Alors si j'ai deux conseils, ben c'est ceux-là. Utiliser l'éducation parce qu'au Canada, au Québec, on a tous accès à l'éducation. Et deuxièmement, viser dans des domaines scientifiques et puis troisièmement, ben, c'est d'aller s'auto-éduquer, de voir ce qui se passe ailleurs, de voir ce qui se fait ailleurs. Monsieur Saint-Elmé, merci de nous avoir accueillis ici, puis merci de vos temps. Avec plaisir, merci d'être venu. J'espère que vous allez parler du concept du 37-37.